Peut-être que la chose qui m'a permis de plus facilement m'en aller, c'est de ne pas avoir su fonder une famille, de ne pas avoir de responsabilité. Ça aurait été certainement très différent si j'avais eu des enfants, si j'avais été en ménage plus tôt. Donc je n'ai pas eu ça, mais en même temps le choix de vie, il accompagnait aussi cette volonté de ne pas rentrer dans le rang. C'est pas une vie dont tout le monde rêve, la vie que j'ai eue. Hein. C'est pas, personne n'a rêvé de vivre dans une cabane en bois à 30 ans. Parce qu'il n'y avait pas un bal. Parce qu'il n'y avait pas un bal, à faire des trucs pas toujours très nets, pas faire, voilà, à savoir que ses parents ont peur pour vous, parce qu'il y a le regard que les autres vous portent aussi, parce que vous représentez une forme d'échec pendant des années. Le côté obscur de cette vie-là, c'est pas de ça dont je rêvais, moi. Moi, c'était la lumière de cette vie-là que je rêvais. Mais l'un ne va jamais sans l'autre, voilà. Mais par contre, s'il fallait tout refaire, même les galères les plus abominables dans lesquelles je me suis retrouvé, s'il fallait tout refaire, je le referais. C'est vrai? Ah oui, sans aucun doute. Parce que je sais que ça m'a permis d'arriver à quelque chose dans lequel je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, d'avoir une femme exceptionnelle avec qui je peux partager tout ça aussi, qui vit la même chose que moi. Donc je me dis, on a une forme rare de couple, ça c'est sûr. Et ça n'a pas de prix. Parler de la question de la paternité, est-ce que c'est une question qui est venue sur le très tard? J'ai raté le moment. Ouais. Mais je n'ai pas de regrets. J'ai plein de neveux et de nièces, on convoit, on a plein de gosses autour de nous. J'ai un théâtre de marionnettes, je veux dire, je donne cours à l'Assas, je suis avec des jeunes. Donc je suis beaucoup plus avec des jeunes qu'avec des gens de mon âge. Donc je ne regrette pas, j'ai pas l'impression d'avoir des enfants, j'ai l'impression d'avoir une famille, une tribu. Donc moi je suis très heureux, je suis très épanoui là-dedans. Dernière boule. Il y a encore une boule? Parce que j'ai des grosses mains. Est-ce que les morts reviennent? Point d'interrogation. Les livres disent que non, la nuit hurle que si. Bon, ça. John Fante. As the Dust. Le premier roman, c'est vrai hein, ce que je raconte, c'est pas des couilles. Hein. Le premier roman, après Les Contes de la folie ordinaire, le premier roman que je lis, de ce que j'appellerais mon ère nouvelle, donc pas les bouquins imposés par le calendrier scolaire, les trucs où j'ai envie dedans. Demande à la poussière, John Fante. Donc, Fante et Bukowski, pour moi, c'est les deux pédales qui m'ont fait rentrer dans la littérature. Ouais. Et c'est ce roman-là. Après, il y a eu Mon chien stupide, etc. Tu ne peux pas décrire un roman comme celui-là. Tu ne peux que le lire. Et cette phrase est juste magnifique. C'est l'histoire d'un mec qui vole du lait et qui veut séduire une serveuse. Une serveuse, voilà. Et qui n'est pas au top, hein, lui. Non, elle non plus. elle non plus. Mais il y a un truc hyper cinématographique dans le roman. Les images sont là. Et déjà, le titre Demande à la poussière. C'est formidable, on est d'accord. Est-ce que les morts nous reviennent? Les livres disent que non. La nuit hurle que oui. C'est super beau. Pourquoi c'est beau? C'est ça la poésie. J'ai eu beaucoup de mal à lire de la poésie. Je ne savais pas comment aborder la poésie. Parce que vous vouliez la comprendre. J'essayais de la comprendre et je ne trouvais pas le rythme. Et c'est Ferré qui m'a fait comprendre que j'aimais la poésie. Quand il chante Baudelaire, quand il chante Rimbaud, quand il chante Verlaine, tout à coup il met une musicalité et je me dis mais putain c'est vachement beau ce qu'il écrit Ferré. Mais je dis mais c'est pas Ferré qu'on m'a dit qu'il écrit, c'est Mallarmé. Je dis ah bon, et donc du coup j'ai écouté tout Ferré et c'est Ferré qui m'a fait comprendre le rythme de la poésie et surtout de ne pas essayer de comprendre. Ouais. C'est comme de la peinture, tu ne dois pas comprendre, tu te laisses guider par l'émotion. Voilà. On peut montrer la pochette de ce disque? Ça je sais pas où elle est. Déjà perdu. Ah non, mais elle était pas dessus. Ah, dans les Stooges. Pas grave alors. Ah. Mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Pourquoi j'aime à ce point les Stooges, les Sonics il y a un truc extrêmement organique dans le rock'n'roll qui va chercher dans les tréfonds un truc qu'on a là, animal qu'on a en soi, je pense. Pourquoi ce rythme-là, ces quelques notes, cette voix qui se pose extrêmement bien dessus, c'est pas grand-chose, mais je crois que le rock, c'est beaucoup plus animal que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus... Les gens font des théories sur le rock et tout ça, mais ce qui marche dans le rock, c'est quand tu ne réfléchis pas. À un moment donné, tu es porté par le truc. Moi, la première fois que j'ai écouté les Stooges, je savais que ça allait être ma famille pour le reste de ma vie. Quoi. Ah, c'est beau ça.
Et ça ne faiblit pas. C'est ça qui est dingue. Avec des morceaux comme ça, j'ai toujours le même kiff, quoi. Je reste toujours... Je voudrais pas me voir quand je mets des morceaux, quand je suis un peu bourré chez moi, que je mets des morceaux très forts. J'ai pas de voisins, donc je mets de la musique très fort chez moi. Et que je danse tout seul dans le salon. Ça doit être assez pathétique à voir. Mais c'est gai à faire, hein. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Mais surtout, ne venez jamais ce jour-là, quoi. Ouais. Sinon, vous ne me verrez plus jamais de la même façon. Mais est-ce que vous dansez aussi devant les gens? Ou vous dansez seulement seul? Bah, je dansais devant les gens avant, mais là, j'ai vraiment peur de... J'ai peur de faire un claquage. Ah, parce que c'est de la danse un peu gymnastique ou quoi? Bah, ouais, en fait, je danse pas... c'est pas des danses qui ont un nom. C'est le corps qui bouge. J'avais été voir un concert des Sonics et... quand même, les Sonics mythiques, il n'y a plus que le saxophoniste qui était dedans, mais enfin, c'était quand même les Sonics. Et puis à un moment donné, ils jouent Psycho. Et là, moi, je pars en sucette, quoi. Et je pogote comme un malade. Et je suis ressorti de la salle, j'avais acouphène, et j'avais l'impression que je m'étais fait renverser par un autobus, quoi. Ça a marché 7 minutes et je l'ai payé 4 jours, quoi. Ouais. Ça, l'âge. Mais elles étaient bonnes. Ah, mais c'était les meilleures minutes du monde, ouais, ouais. C'est marrant, hein, quand même, parce que vous dites, ah, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer avec ces marionnettes tout à l'heure, après le décès de Jacques Ancion. Oh, on va faire ça. Oui, d'accord. Ok, c'est facile à dire. Mais ça demande un savoir-faire fou. Et un temps et du travail absolument dingue. Parce qu'effectivement, il faut faut créer un théâtre, il faut refaire les marionnettes, il faut les costumer, il faut écrire des textes. Il faut faire les décors. Il faut apprendre à être marionnettiste, j'imagine. Oui, oui, oui. Il faut affiner sa technique. Il faut faire les voix. Il faut faire les voix. Oui, il faut faire la régie en même temps qu'on joue. Et c'est quand même beaucoup, hein. Il faut former les planquets aussi, les gens avec qui on travaille derrière, parce qu'on n'est pas... il y a Élise et moi, mais on a besoin d'une troisième personne qui fait le tambour, les sons, la tôle, etc. Parce que tous les sons sont faits en direct. En direct, donc pas du tout d'informatique. Donc on fait tout en direct avec des outils mécaniques, quoi. Et ça aussi, ça prend du temps de former les autres, en même temps qu'on se forme soi. Voilà. Et puis après aussi faire tout ce qui est créer une plateforme, donc vraiment aller voir des ingénieurs, il nous faut une plateforme électronique, un site sur lequel on puisse acheter les tickets. Parce que forcément, 25 places ou 29 places, s'il fallait gérer les entrées tous les soirs en direct, ça allait être l'enfer. Ouais. On allait essuyer des refus toute la journée, on allait passer nos journées au téléphone. Bien sûr, donc il y avait aussi tout ce volet-là qu'il fallait gérer. Et puis toutes les autorisations, c'est-à-dire c'est quand même un lieu public qui est fait dans un garage. On part quand même sur une surface de 35 mètres carrés qu'on a un peu agrandi de 10 ou 12 mètres carrés. Mais il faut que tous les impératifs d'un lieu public, la sécurité, les pompiers, les axes, la patente et tout ça, rentrent dans ce petit format. Et en fait, écoute, je ne sais pas par quel miracle, ça a fonctionné. Ça rentre. Ça a fonctionné. Et le théâtre tourne. Et on s'amuse. Voilà. C'est super. Et on rencontre plein de gens parce que c'est pas les copains qui viennent. Les copains, ouais, ils ont tous raté. Ils ont tous raté l'ouverture des tickets. Ben ouais, en 24 heures, on a vendu toute la saison. Ben, toute la saison, en 24 heures, était vendue et payée. Donc après, les copains, ils se sont dit, ah putain. Donc on garde 2-3 tabourets à l'arrière. Ou ils viennent bosser au bar gratos, comme ça ils voient le spectacle. Mais voilà, il a fallu. Donc on rencontre aussi un public que nous, on ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, on a eu des soirées où on connaissait personne en fait. Je me dis, mais ils viennent d'où? Ouais. Mais d'où ils ont su ça? Parce qu'à part de la presse, il n'y a pas eu d'affichage, il n'y a eu rien du tout. On n'a même pas Facebook, on n'a rien, quoi. Je dis, mais comment ça se fait? Ben, c'est tout le bouche à oreille. Et les gens viennent pas, et c'est ça qui me faisait un peu peur au début, pas pour voir par curiosité malsaine la fille de Jacques mixée avec le comédien Bouli Lanners qui font de la... Non, ils viennent pour voir un spectacle de marionnettes, point barre. Je suis sûr. On ne parle pas du tout de cinéma, on ne parle que de marionnettes. Et ça, c'est génial. Ça, c'est un pari qui n'était pas gagné. Et celui-là, je t'avoue que ça a été tellement facile que parfois, je me demande si tout ça est vrai.